Alors, le sujet est très vaste, évidemment. Et posons-nous, c'est le point d'entrée de mon topo, pourquoi l'Union européenne s'intéresse, au fond, aux politiques dans le secteur du numérique. Eh bien, elle s'y intéresse, et elle s'y intéresse beaucoup. Depuis ce dernier mandat, qui est en train de se terminer, là, donc, qui a commencé il y a 5 ans, il y a eu plus de 35 propositions législatives de la Commission qui ont été finalement soit adoptées par le Parlement et le Conseil, soit sont en cours d'adoption. J'ai moi-même été rapporteur de beaucoup de ces textes, et le dernier dont j'ai été rapporteur a été adopté en trilogue avant-hier. Le plus long trilogue d'ailleurs de ma vie de député. Nous avons commencé à 19h et la négociation a fini à l'arraché à 5h du matin. C'est vous dire que c'est un sujet qui occupe beaucoup le Parlement européen actuellement. Alors pourquoi il l'occupe ? Pour 2 raisons. Comme tu l'as dit, d'abord parce que l'économie numérique, c'est une nouvelle économie. Bon, je ne fais pas le dessin, évidemment, par rapport à il y a 30 ans, Google n'existait pas, etc. Mais aussi et surtout, parce qu'on ne voit le numérique qu'à travers Google et les GAFA, mais surtout, la grande partie de l'économie, c'est l'économie traditionnelle, qui devient numérique. Quand vous achetez une voiture aujourd'hui, votre voiture ne cesse de collecter des informations sur tout ce que vous faites, et ces informations sont une substance qu'il faut aussi réguler. Michelin est en train de va mettre en place des pneus révolutionnaires qui seront rechappés au fur et à mesure de leur vie alors que vous utilisez la voiture, parce que la voiture comprendra que son pneu est en train de s'amincir, et donc il y aura probablement une imprimante 3D dans la voiture qui réinjectera en permanence le nouveau pneu Michelin. Donc vous voyez, on change de société. On est sur une société de la donnée, essentiellement dans l'industrie traditionnelle. Et même les métiers les moins exposés au numérique vont l'être. On pense immédiatement aux métiers de service. La caissière dans un supermarché, on se dit, celle-ci, elle va échapper au numérique. Mais elle ne l'échappe pas, puisque, évidemment, comme vous le savez, entre les caisses automatiques, la reconnaissance directe des produits qui sont dans le caddie, etc., on voit bien qu'en fait, l'entièreté de l'activité humaine devient aujourd'hui numérique. Ça donne d'ailleurs le vertige dans certains domaines. On pourra parler, si vous voulez, des questions de santé que je connais peut-être un peu moins mal. Et donc pourquoi à l'Union européenne on s'intéresse à la question ? Pour une première raison fondamentale, c'est que nous avons en Europe ce que vous connaissez, c'est le marché unique. Au fond, on critique beaucoup l'Europe. Vous savez d'ailleurs, les enchères sont commencées puisque les élections arrivent. On va montrer tout ce que l'Europe fait mal. Ça va être épouvantable, nous, les Européens, pendant plusieurs semaines. On va se demander comment peut-on être Européen. Tout le monde va dire du mal. Au fond, et je le dis à chacune de mes réunions politiques, pour essayer d'être compris, s'il y a une chose qui fonctionne bien en Europe, il y en a d'autres, je vous rassure, mais s'il y en a une, c'est le marché unique. C'est-à-dire cette abolition de frontières entre nous qui fait que les biens, les services, les capitaux, les personnes circulent. Alors vous allez me dire, ouais, mais concurrence déloyale, etc. C'est vrai, il y a des effets négatifs à ce marché unique. Mais globalement, quand vous prenez les choses globalement, l'honnêteté intellectuelle commande de dire que ça crée des emplois, de la richesse collective, de la croissance, etc. Pour faire très simple, quand vous êtes une PME française, vous avez intérêt à pouvoir vendre à 500 millions de clients plutôt qu'à 66. Je vous la fais très court, mais vous voyez la philosophie des choses. Et donc, ce marché unique, traditionnel, qui existe depuis longtemps maintenant, qui fonctionne plutôt bien, qui n'est pas encore abouti. D'ailleurs, si vous avez un doute sur le fait que ça fonctionne bien ou mal, regardez les Britanniques, qui actuellement font tout pour ne pas en sortir. Donc, comme quoi, vous voyez... Donc ça fonctionne plutôt bien, mais la nouveauté, c'est que l'économie numérique bouleverse la règle. Et donc, tout le job de la Commission, du Conseil, du Parlement, c'est de voter des lois qui vont permettre de faire en sorte que cette nouvelle économie puisse librement circuler entre nous. C'est-à-dire, d'abord et avant tout, défragmenter les droits nationaux. Il y a 28 droits nationaux. Chaque pays a ses droits, a sa législation. Et évidemment, ça nuit au marché unique. Si les droits du consommateur ne sont pas les mêmes en Allemagne qu'en Italie et en France, quand vous allez vendre vos lunettes, je suis marchand de lunettes, je vends mes lunettes en Allemagne,
Si le consommateur n'a pas les mêmes droits en Allemagne qu'en France, vous voyez la complication pour faire des affaires. Eh bien, c'est pareil aussi en matière numérique. Donc, homogénéisation du droit, faire en sorte qu'il y ait de la confiance dans les échanges commerciaux. Aujourd'hui, seuls 15% des consommateurs européens achètent par Internet au-delà de leurs propres frontières nationales. C'est très peu. On a l'impression qu'on achète facilement. Non, 15% simplement des consommateurs européens ont un jour fait un achat d'un produit par Internet qui venait d'au-delà de leurs frontières nationales. Imaginez qu'on soit dans une économie où tout le monde puisse le faire. Eh bien, ça augmente forcément les échanges commerciaux, la richesse collective, etc. et la puissance de l'Europe, puisque c'est bien le sujet. De la même manière, seuls 7% des PME, aujourd'hui, vendent à l'étranger. Donc, on a beau dire, c'est formidable, avec Google et tous ces trucs, maintenant j'ai ma petite entreprise, je vais vendre à l'étranger, c'est vrai, mais seulement pour 7% des PME. Et donc ce qu'on veut, nous, c'est que tout le monde puisse le faire. Ce n'est pas obligatoire, on ne va pas vous obliger à vendre à l'étranger, mais que vous puissiez le faire. Homogénéisation des règles de protection du consommateur, homogénéisation des règles liées à la garantie des produits, vous voyez, c'est cet ordre-là. Homogénéisation des règles liées à la gestion des données. Quand j'achète le caméscope qui est là en Allemagne par Internet, je vais envoyer en Allemagne des données, mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon numéro de carte bancaire. 2-3 choses importantes. Ces données, si elles ne sont pas protégées de la même manière en France, en Allemagne, en Italie, en Suède, je ne vais pas avoir la confiance nécessaire à la bonne réalisation de ces affaires. Donc premièrement, défragmenter les droits nationaux, et j'ai plein d'exemples à vous donner, mais on va avoir des questions, donc j'essaye d'être le plus court possible, défragmenter les droits nationaux, y compris en matière numérique, pour donner cette confiance qui fasse que la réussite du marché unique que vous connaissez traditionnel, elle se traduise aussi en matière de l'économie numérique. Deuxième raison pour laquelle nous légiférons, et c'est important d'avoir une vision européenne et pas simplement nationale, c'est que nous devons, nous les Européens, faire de l'Union un acteur majeur. Quand on prend les 200 plus grandes plateformes, vous savez, une plateforme, c'est une plateforme numérique, c'est une entité qui met en relation, pour le faire très court, des clients et un producteur ou un serveur. La plateforme Booking.com met en connexion Madame au premier rang, qui veut une chambre d'hôtel à Ibiza, avec un hôtel dont elle n'a jamais entendu parler à Ibiza. Et la plateforme Booking.com les met en relation. Eh bien, seul sur les 200 plus grandes plateformes du monde, à votre avis, il y en a combien d'européennes ? 8. Donc c'est vous dire qu'on a beaucoup de retard. Et donc la deuxième raison pour laquelle il faut s'y intéresser, c'est une question de puissance et de normes. Si on laisse faire les Chinois, les Indiens, les Américains, ils vont édicter des normes qui vont devenir la norme et qui nous sera imposée. Et c'est pour ça que nous devons aussi avoir une vision globale et commune des choses. Dans la protection des données, très clairement, si on n'a pas tous la même règle, les Européens, ce sont probablement les règles américaines qui s'imposeront. Troisième raison pour laquelle nous nous y intéressons, c'est que nous devons aussi faire évoluer notre droit traditionnel pour nous adapter, avec deux types de droits fondamentaux, enfin fondamentaux, ce ne sont pas des droits fondamentaux au sens du juriste, mais droits essentiels. C'est le droit de la fiscalité. Il est évident que la TVA, qui est une invention française d'ailleurs, on va remarquer en France on invente souvent des impôts, mais elle a eu un succès mondial. Eh bien la TVA, qui était une idée géniale, il fallait qu'un Français l'invente, est totalement inadaptée au monde numérique. Quand j'achète, je ne sais pas moi, un bien en Allemagne et qui va transiter par un transporteur belge qui va me le livrer à la Garenne-Colombe, où se passe la TVA là ? Vous voyez où est-ce qu'elle est ? Dans l'économie, qui est une économie mondialisée, sans frontières, et encore plus
quand j'achète pas un bien tangible, c'est-à-dire un service, un morceau de musique, où est-ce que je paye la TVA? Donc la notion de TVA est inadaptée et il faut qu'on trouve autre chose. Vous avez entendu parler, hein, un peu le ministre des Finances, le nôtre, dit ça y est, on va avoir quelque chose. En réalité, le sujet est très complexe. Il y a 2 groupes de pays. Il y a la France, l'Italie, l'Espagne, qui disent on veut des règles pour taxer l'économie du numérique d'une manière intelligente, c'est-à-dire essentiellement là où il y a le consommateur. C'est pareil logique quand même. Et puis il y a tous les autres, les Allemands, les Suédois, les Irlandais, qui disent pas question, on ne touche pas au système parce qu'eux n'ont pas intérêt à ce qu'on y touche. Donc on a un vrai souci. Comme vous le savez, les règles de fiscalité en Europe, elles ne se décident au niveau européen que si nous sommes à l'unanimité. Autant vous dire que ce n'est pas gagné. Mais la question de la fiscalité est fondamentale. Parce que tant qu'on n'aura pas fait ça, il y aura toujours un des 28, demain un des 27, pour dire « moi, mes impôts sont plus bas chez moi ». Et c'est vrai qu'il n'est pas acceptable de voir qu'aujourd'hui, une PME de base traditionnelle paye en moyenne en France 23% d'impôts, ce qui est déjà beaucoup plus que la moyenne européenne d'ailleurs, et que le GAFA du coin, il paye moins de 10%. Donc on voit qu'il y a un sujet. Il y a un deuxième sujet qui est encore plus complexe, mais comme on est là entre gens sérieux, je vous parle aussi de sujets complexes, j'espère avec des mots simples, et je m'en arrêterai là, c'est l'adaptation de notre droit à la concurrence. Le droit de la concurrence européen interdit qu'une société ait une position dominante sur le marché européen et se serve de cette dominance pour abuser. Et je vais vous donner un exemple. C'est en 2008, j'ai été élu en 2009. Donc il y a des Britanniques qui sont venus me voir en 2009. Et c'était une société britannique qui s'appelait Foundem. La société britannique, Foundem, avait créé quelque chose qui nous paraît très banal aujourd'hui, mais qui était formidable à l'époque. C'était un comparateur de prix. Vous savez, quand vous voulez comparer les prix. Et puis, quand on tapait comparateur de prix sur Google, la société Foundem arrivait en première position sur la première page. C'était formidable. Et puis un jour, les gens de Foundem me disent, un jour, on s'est retrouvé à la 10e page de Google. Vous savez que quand vous avez le malheur, vous vendez un produit ou quelque chose, vous avez le malheur de passer à la 2e, la 3e page de Google, en réalité, vous disparaissez parce que les gens ne vont pas vous chercher. Et donc, Foundem disparaît parce qu'il se retrouve à la 10e page. Et c'était quoi le sujet? Même si Google prétendait le contraire, Google avait, comme par hasard, créé son propre comparateur de prix, qui était, lui, en première position. Abus de position dominante. J'ai été le député européen qui a porté l'affaire devant la Commission européenne et Google a été condamné 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Autant dire que M. Foundem, depuis, était mort, enterré, voilà, et en état de décomposition avancé. Donc c'est vous dire que le droit de la concurrence européenne est inadapté, il n'est pas assez rapide, et il n'est pas adapté à des situations où, par définition, ceux qui sont intéressés, je les invite à lire l'excellent livre de vulgarisation économique de Jean Tirole, notre prix Nobel d'économie, puisqu'on a des prix Nobel d'économie. On invente la TVA, mais on a aussi des prix Nobel d'économie en France, qui a écrit un livre très intéressant, publié il y a 2 étés, et il a un chapitre sur l'économie numérique et comment il faut adapter le droit de la concurrence aux plateformes, parce que par définition, une plateforme est dominante. Par définition. Enfin, par définition. Souvent, dans les faits. Booking.com est dominant. Amazon est dominant. Donc la question, c'est comment on fait pour ne pas avoir à subir la dominance. Voilà les 4 sujets pour lesquels nous sommes intéressés à la question au Parlement européen. Faire fonctionner le marché unique en l'adaptant à l'économie numérique, en fait défragmenter les droits nationaux. Deuxièmement, édicter des normes qui puissent faire en sorte que ces normes puissent s'imposer au plan mondial et qu'on ne se fasse pas imposer les normes des autres. Troisièmement, adapter notre fiscalité. Quatrièmement, adapter le droit de la concurrence. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé et je vous donne la parole pour les questions. Merci beaucoup. Enfin, je pense qu'on va aborder les questions dans un deuxième temps. En fait, dans la deuxième partie, qui aborde plutôt les problèmes personnels qu'on peut se poser à l'issue de ce que vous avez
dit. Par exemple, sur la vie locale, le commerce c'est quelque chose d'important. Le commerce local, le petit commerce, effectivement, qui peut être défavorisé par les plateformes, effectivement, de commerce, d'e-commerce. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce que le problème d'imposition des grandes structures peut revenir en faveur du petit commerce ou pas? Vous permettez, je vous interromps d'emblée, parce que ce type de débat, comme il est complexe, parfois on a une vision peut-être tronquée des choses. Le monde n'est pas tout blanc et il n'est pas tout noir. Les plateformes sont parfois les meilleurs amis de nos artisans et commerçants. Elles peuvent en être les ennemis, vous avez raison. Mais moi, j'ai à la Garenne-Colombes un excellent chocolatier. Le type est excellent. Voilà. Il vend partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il a un site et que Google lui a fait une publicité mondiale. J'ai un crêpier, une crêpe. Eh bien, il vend ses crêpes, il vend son concept de crêperie jusqu'en Afrique du Sud, grâce à l'économie numérique. Donc, attention à ne pas se dire en permanence c'est le diable. Vous savez, dans l'histoire de l'homme, souvent, le progrès a été vécu comme le diable. Mais en pratique, le progrès, il a quand même plus sauvé de vies qu'il n'en a détruit. Pardon, moi je suis médecin, je peux vous assurer que globalement, vaut mieux entrer dans un hôpital, même si c'est pas toujours parfait en 2019, qu'en 1909. Il y a un auteur qu'on ne lit plus, qui s'appelle Jules Romain. Je vous invite à lire Les Hommes de bonne volonté. C'est une fresque extraordinaire. Ça suit l'histoire de deux normaliens, Pierre Jalaise et Jean Gerfagnon, de 1904 à 1934. 30 volumes, vous en avez pour quelques mois à lire. C'est passionnant. C'est passionnant. Et dans un des volumes, ça doit être un des premiers, je pense qu'on doit être dans les années 1910-1911, juste avant la guerre, il y a une grève. Il décrit une grève à Paris. Une grève des cochers de fiacre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de diabolique qui vient d'apparaître, c'est la voiture, l'automobile. Et ils font la grève. Parce que vous comprenez, eux, ils ont des charges que la voiture n'a pas. Il faut un palefrenier, un vétérinaire, une écurie. Tout ça, c'est très compliqué. Donc ils font la grève en demandant au gouvernement, quand même, aidez-nous. Donc vous voyez, si je vous dis ça, c'est que le progrès, pardon mon cher ami, il est effectivement parfois en marche. Oui, oui. Ah, bah, écoute, j'en conviens. c'est toi qui le dis. J'en conviens. Et il est parfois vu comme un diable, alors qu'en réalité, il détruit, mais il crée. Voilà. Et je préfère être emmené à l'hôpital en ambulance rapide qu'en fiacre, quand je suis malade.